Bonjour à tous, je ne sais pas si vous m'entendez. Est-ce que quelqu'un pourrait me faire un petit signe comme quoi on m'entend? Non, je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je Si t'entends, vous Claire, en tout m'entendez. cas. Bonjour à tous, bienvenue à cette conférence. Vous avez pu constater que vous aviez vos micros fermés. C'est normal pour vous. Nous n'avons que les intervenants qui vont avoir des micros ouverts. En revanche, sachez que vous pourrez intervenir de deux façons. En utilisant le chat, à savoir la petite bulle qui apparaît en bas de votre écran, petite bulle bleue, et cela vous pose des questions à nos intervenants et je relayerai, ou Frédéric relaiera ces questions auprès de Mireille et de Henri. Vous avez aussi la possibilité de nous dire si nous allons trop vite, trop doucement, d'applaudir ou même encore de rire. D'excellents. Voilà. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à Frédéric qui va nous présenter nos intervenants. Merci à tous. Merci, Claire. Alors, je vous propose qu'on attende 2 petites minutes avec un petit air de musique qui va vous dire quelque chose en attendant que les derniers nous rejoignent. J'espère que vous allez entendre. On n'entend pas? Celui qui n'ont plus rien. Sans idéologie, discours, par hasard. On ne croit pas les discours du grand-frère, mais juste pour les verts, arrangés. Chômage. Partage. C'est en vrai. Voilà, bonjour à tous. Ravie de vous retrouver aujourd'hui pour notre troisième conférence dans le cadre donc, de la fondation The Human Safety Net, conférence de nouveau consacrée à la famille et aux enfants autour de notre programme dédié aux familles. Alors pourquoi aujourd'hui avons-nous choisi, à mon plaisir, de vous parler des Restos du Cœur? Parce que c'est l'un de nos partenaires du programme The Human Safety Net pour les familles. Alors, je rappelle que à l'origine, quand nous avons implémenté ce programme en France, nous avons fait le choix de lancer un appel à projet pour choisir tout simplement nos partenaires. Et c'est comme ça que nous avons rencontré Mireille Genet-Monturet. Bonjour Mireille et merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et Mireille, elle est venue défendre son dossier, elle a répondu à l'appel à projet, elle est venue nous présenter une initiative qu'on ne connaissait pas du tout et qu'on ne soupçonnait pas, les restos bébés du cœur, et notamment ceux d'Agen. Alors, Mireille, pour pouvoir répondre à cet appel à projet, a bénéficié du soutien d'Anne Gardini, qui est notre agent général dans le Sud-Ouest. Bonjour Anne, je pense que tu es avec nous. Et si vous voulez, ensemble, elles sont venues défendre ce beau projet qui nous a complètement séduits et que nous avons donc choisi de soutenir. Voilà, au même titre que 4 autres partenaires pour une dizaine de maisons des familles, maisons des parents, maisons des bébés que nous soutenons à The Human Safety Net en France. Alors, ce partenariat, nous l'avons inauguré au même titre que toutes les maisons des familles, donc les 10 maisons.
Et c'est ainsi qu'a eu lieu une inauguration le 1er février 2019 à Agen. Et une inauguration qui a marqué les esprits, en tout cas pour nous, l'équipe, parce que je peux dire que voilà, ça a été une inauguration tellement émouvante, tellement forte. Nous avons, comme à l'accoutumée, fait témoigner des familles, des mamans surtout, voilà, qui ont partagé ce que c'était pour elles, ce que c'était que la précarité, ce que c'était l'extrême pauvreté aussi, parce que beaucoup des personnes voilà, qui bénéficient de l'accompagnement des Restos du Cœur sont effectivement dans une situation très difficile. Et comme nous l'avait dit une maman, voilà, on pense jamais que ça pourrait nous arriver. Elle nous disait, voilà, elle nous disait que pour elle, être au Resto du Cœur, c'était un peu effectivement être tombée dans les Restos du Cœur, mais que quand bien même cela, voilà, elle bénéficiait d'un accompagnement qui était extrêmement important et qui allait au-delà de l'apport alimentaire. On va y revenir. Alors, j'ai le plaisir de vous présenter deux personnes qui sont pour moi la plus belle expression du bénévolat, Mireille Genet-Monturet et Henri Le Tertre. Ils sont bénévoles dans l'association donc Les Restos du Cœur du Lot-et-Garonne, l'association qui reste encore aujourd'hui préférée des Français. Alors Mireille, je vais commencer par te présenter. Mireille, tu es présidente départementale des Restos du Cœur du Lot-et-Garonne depuis septembre 2018. Mireille, tu as une carrière qui a à la fois aussi le social, mais aussi le commerce, avec un parcours très riche et voilà, assez original que tu as réalisé entre la France et l'Asie, avant de rejoindre les restos en mai 2013 en tant que bénévole à la distribution, comme je pense que c'est le cas pour tous les bénévoles des Restos du Cœur. Et je pense que tes compétences, ta personnalité ont vite convaincu les restos de te faire monter au siège de l'association départementale dont tu as été secrétaire et administratrice. Et puis aujourd'hui, en qualité de présidente départementale, tu te définis toi-même comme étant une sorte d'animatrice, de chef d'orchestre des 15 centres du département. Et c'est vrai que au long de tes nombreuses activités, il y a aussi tout ce qui est recherche de ressources financières, donc auprès des institutions publiques ou auprès des fondations, comme ça a été le cas avec nous. Henri Le Tertre, merci beaucoup d'être là également. Une carrière tout à fait originale et intéressante aussi, puisque tu as d'abord été militaire, Henri, et que depuis que ta carrière militaire a cessé, tu es bénévole au resto, donc soit depuis 2012, mais tu as bien précisé que voilà, dès l'origine, dès la création de cette association, tu avais tout à fait envie de t'y associer et de consacrer du temps. Donc, tu as commencé par toi aussi la distribution alimentaire dans un centre pas loin d'Agen. Tu as découvert l'univers des restos. Pardon, j'ai cru que quelqu'un me posait une question. Je termine. Donc, tu as été rattaché au service approvisionnement départemental comme responsable pendant 4 ans et que tu es devenu coordinateur de l'équipe des soutiens de centre. Tu vas nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste et qu'aujourd'hui, tu cumules 2 fonctions, à savoir celle de responsable de l'équipe animation, mais également responsable de la formation au niveau du département. Et en plus, tu es administrateur et membre du bureau depuis 7 ans. Voilà. En tout cas, un grand merci à tous les deux de nous consacrer ce temps. Alors, souvenez-vous, c'est en septembre 1985 que Coluche décide de créer les Restos du Cœur. Et c'est sur Europe 1 qu'il fait savoir, qu'il lance, qu'il appelait sa petite idée. Il a dit, j'ai une petite idée comme ça, un resto qui aurait comme ambition au départ de distribuer 2-3 000 couverts par jour. Et c'est ainsi que les Restos du Cœur sont nés. Alors aujourd'hui, les restos, ils sont toujours là. Alors c'était pas voulu. En tout cas, à l'origine, l'idée c'était de venir en aide pendant 1 ou 2 hivers et ensuite d'arrêter. Les restos donc sont non seulement là, mais les chiffres ont bien changé depuis, puisque ne serait-ce qu'en 2018-2019, 900 000 personnes ont été accueillies, donc plus de 30 000 bébés. 133 millions de repas sont distribués. De 2000 centres aujourd'hui occupent la France, animés par 73 000 bénévoles. Donc des chiffres qui donnent un petit peu le tournis
J'aimerais savoir, Henri, on va commencer avec toi. Comment est-ce qu'on est passé de cette petite idée de Coluche, il y a donc 35 ans, à une organisation gigantesque qui est devenue tellement incontournable, reconnue, et on l'a encore vu à l'occasion de la crise sanitaire. À toi, Henri, merci. Oui, bonjour à toutes et tous. Donc, comme l'a dit Frédéric, l'histoire des restos, puisqu'il y a déjà des choses qui ont été dites. Après, on verra quels sont les fonctionnements et les enjeux. On aura un petit flash sur notre association, bien sûr. Et puis, on parlera de l'aide alimentaire, de la nutrition par la suite. Donc, le Coluche, il y en aura pour tout le monde, a permis de créer une grosse participation sur l'ensemble du territoire et un gros engouement pour cette nouvelle association qui était les Restaurants du Cœur, qui ont été donc créés fin septembre. L'idée de Coluche, c'était donc de récupérer de la nourriture et de la redistribuer à ceux qui n'en avaient pas. D'un côté, il y avait des gens qui n'arrivaient pas à se nourrir, et de l'autre côté, il y avait des stocks au niveau de l'Union européenne. Et donc, sa petite idée, c'était de récupérer en partie. Et notre première qui a eu lieu. Vous juste en dessous, le 15 octobre 1985, qui était son but initial. Donc, dès le départ, c'est bien marqué qu'on doit œuvrer dans le domaine alimentaire, mais pas forcément que dans ce domaine, mais que aussi on avait des actions à faire contre la pauvreté sous toutes ses formes. Donc, apparaît déjà le concept d'aller au-delà de l'aide alimentaire. Next, s'il te plaît. Dès la première année, vous avez les chiffres suivants du premier centre qui a été mis en place. Il y a une centaine de centres qui ont été ouverts. De nombreux jeunes étudiants, HEC en particulier, qui ont répondu et qui ont été la cheville ouvrière pour arriver jusqu'à 5000 bénévoles. Et vous voyez que dès la première année, 70 000 personnes qu'on appelle à l'époque des bénéficiaires ont eu une livraison de repas sous toutes ses formes de plus de 8 millions de repas. Et on se focalisait à cette époque-là sur l'aide alimentaire. À mesure des années, les Restaurants du Cœur ont Coluche dans un accident de moto. Ils ne pensaient pas qu'on durerait jusqu'à la 36e année des Restaurants du Cœur. Et là, vous voyez sur ces chiffres, il y avait 70 000 bénéficiaires. Maintenant, nous sommes 73 000 bénévoles à œuvrer au profit des Restaurants du Cœur. Et on arrive même à chiffrer le coût que ça représente et que ça représenterait si on était payé, c'est-à-dire 189 millions d'euros pour une année, un exercice. Tout cela, bien sûr, en chargeant le SMIC pour calculer ce chiffre. Nous sommes à près d'1 million de personnes accueillies, nous dépassons les 133 millions de repas distribués sous toutes ses formes. On a besoin d'énormément de dons en nature, donc vous voyez les chiffres. Et de la centaine de centres d'activité, nous sommes passés à plus de 2100. Il faut savoir qu'il y en a 2013, il y en avait 2070, et il y a quand même soixantaine de centres qui ont fermé par manque de bénévoles. On en reparlera pour la suite. Et tout ce qui nous concerne aujourd'hui, les 70 bébés restos, donc vous voyez que nous ne sommes pas les seuls à avoir un centre bébé resto dédié à cela. Mireille va vous l'expliquer par la suite. Mais il y en a 70 sur le territoire national. De 1985 jusqu'à 2018, il y a eu pas mal de choses qui ont été créées. Il y a eu beaucoup d'actions. Il y a parmi les choses, je voudrais en parler d'une, c'est les Enfoirés, qui sont donc un groupe de chanteurs, comédiens, artistes, qui œuvrent au profit des restos, qui amènent environ près de 20% du budget annuel des Restaurants du Cœur et qui œuvrent gratuitement. Et je tiens à le souligner parce qu'il y a beaucoup de polémiques qui existent. Ils travaillent gratuitement au profit des restos. Ils seront l'année prochaine à la salle Garnier à Lyon pour une série de 7 concerts au mois de janvier. Et vous aurez l'occasion de les découvrir au mois de mars à la télévision. Après, pour parler un peu du fonctionnement des restos, nous sommes une association de type pyramidal, avec une association nationale qui se situe à Paris, qui est reconnue d'utilité publique depuis très longtemps maintenant, avec une assemblée générale, un conseil d'administration, un bureau. Et puis, quand on descend au niveau de la pyramide, on arrive au niveau des régions, qui se calquent sur l'organisation territoriale de notre pays.
avec 11 antennes régionales. Et derrière, on descend au niveau des départements avec 117 départements. Les associations départementales, on en fait partie. On est une des 117 associations départementales. Il y a plus d'associations départementales que de départements parce que, par exemple, dans le nord de la France, il y a 4 associations départementales dans le département du Nord. Il n'y en a pas dans les DOM-TOM pour uniquement des raisons de logistique. Ça coûterait trop cher de faire approvisionner de la métropole jusqu'au DOM-TOM les produits. Et un exemple, la Corse a des départements avec un budget particulier qui évite de dépenser de l'argent pour tout ce qui est transport logistique. Ces départements, au niveau territorial et local, eh ben, il y a plus de 2000 centres, comme on l'a dit tout à l'heure. Next. Alors, les enjeux. Si l'enjeu immédiat en 1985, c'était de répondre à l'urgence par l'aide alimentaire exclusive, au fur et à mesure des années, elle est passée à l'enjeu présent qui est l'aide à la personne. Cette aide à la personne, on le revoit sous 3 conditions. L'accueil inconditionnel, c'est-à-dire qu'au Restaurant du Cœur, nous accueillons tous les gens, quelle que soit leur couleur de peau, leur sexe, leur race, leur provenance, leur pays, leur appartenance religieuse. On effectue une aide à la personne qui est totalement gratuite et sans condition. Un exemple, les gens peuvent aller au cinéma, aller en voyage, en vacances, avoir des actions d'aide à la personne que nous détaillerons dans la suite du PowerPoint. En revanche, l'aide alimentaire, qui est hebdomadaire, elle, est soumise à condition. Cela veut dire qu'on ne donne pas à tout le monde une aide alimentaire hebdomadaire durant une campagne d'hiver ou une campagne d'été. Il y a des vérifications de papiers officiels qui sont traitées lors d'une inscription réalisée par des bénévoles spécialisés et formés pour cela. Et une famille peut très bien se voir non attribuer l'aide alimentaire. En revanche, elle continuera d'avoir l'aide à la personne gratuite. C'est une chose que malheureusement peu de gens dans la population française savent. Les gens pensent que les restos font uniquement de la distribution alimentaire. Next. Alors, dans notre beau département de Lot-et-Garonne, qu'on s'est permis de situer parce qu'il y a quand même pas mal de gens, la flèche n'est pas bonne, on est dans le vert, mais c'est pas grave, ça permettra à certains de se rappeler où nous sommes, la géographie. Vous voyez sur la droite du slide le département avec ses principales villes, Agen étant la préfecture et qui n'est pas centralisée mais qui est légèrement déportée sur la droite. On est un petit peu loin de la région parisienne, mais on s'en porte pas. Voilà, ça c'était un petit peu. J'espère qu'il sera bien vu et bien pris par tout le monde. Next. Excuse-moi Henri, pardon, je me permets de t'interrompre parce qu'on ne vous entend pas très bien. Enfin voilà, il y a quelques problèmes de son et on a loupé, il y a eu une coupure. Juste si tu peux revenir sur tes 2 dernières phrases, on n'a pas très bien entendu. Désolée, la qualité du son n'est pas optimale. Ah bah ça tombe bien parce que c'était quand je faisais de l'humour en disant qu'on était loin de Paris et qu'on s'en portait pas plus mal, surtout en cette période particulière. Voilà, on peut sortir tranquillement. Ça aurait été dommage de louper un tel bon mot. Oui, si tu t'autorises à faire un peu d'humour, j'en fais. Alors, notre organisation, donc un siège départemental où nous sommes actuellement avec des bureaux et des services, où nous avons un entrepôt départemental qui permet de stocker environ 400 palettes au sol et sur des racks. Et nous avons aussi un jardin du cœur qui est une structure qui génère des produits dans lesquels nous allons pouvoir avoir des produits frais, cultivés par des salariés, on va en reparler tout à l'heure, et qui serviront à être distribués directement dans les centres du département. Nous avons présenté Frédéric tout à l'heure, 14 qui sont fixes, c'est-à-dire que nous avons des locaux qui nous sont attribués, et puis pour pouvoir circuler sur des communes où il n'y a pas de local fixe, nous avons un camion, un centre mobile. Next. La répartition géographique, vous voyez que notre but, c'est d'essayer d'avoir un maillage complet du département, de façon à pouvoir répondre à la demande, quel que soit le lieu. Alors, il existe encore des zones dites blanches, mais nous essayons de couvrir au maximum. Là, on voit les 15 centres dans les petits ronds, et puis les 3 emplacements où il y a des petits camions en gris
ce sont là les villes où le camion passe une fois par semaine distribuer la nourriture de manière identique à celle qui est proposée dans un centre fixe. Next. Alors, il est intéressant de voir avec qui on travaille. Ben, nous sommes actuellement, alors ça change tous les jours, mais je me suis arrêté à 450 bénévoles. Les bénévoles sont la première ressource des Restaurants du Cœur. S'il n'y a pas de bénévoles, il n'y a pas d'association. Ça, c'est clair. On peut toujours trouver de l'argent, comme nous le dit Mireille. Pour trouver des bénévoles, c'est plus compliqué. La photocopieuse ne fonctionne pas bien du tout même. Au-delà des 450 bénévoles, nous avons maintenant 4 salariés permanents. Un qui travaille aux APRO du département, et puis 3 qui travaillent au sein des chantiers d'insertion, avec l'entrepôt où il y a 8 salariés qui se font de la manutention et qui apprennent à travailler. On les remet dans le circuit d'un travail. Nous avons 8 salariés aussi qui sont au jardin, donc qui cultivent des produits dans tout le long de l'année. Et ces produits sont récupérés et distribués au sein des centres. Dans chacun des chantiers, il y a un encadrant technique et puis un encadrant de la partie dossier administratif. Next. Quelques chiffres clés. Sur une année, vous voyez qu'on atteint presque 5000 familles par semaine qui passent dans les Restaurants du Cœur. Ça vous donne une idée? Ça fait une grosse ville, en fait, qui passe. C'est plus de 11 000 adultes. Nous avons plus de 500 bébés. Et malheureusement, nous avons dépassé le million d'équivalents repas distribués sur un an. Ça ne nous était jamais arrivé avant l'année dernière. Je parle d'équivalents repas puisque nous avons différentes formes de repas qui sont distribués. Et pour répondre à des problèmes urgents ou des gens qui ne peuvent pas prétendre à la distribution hebdomadaire sur une campagne, les gens ne repartent jamais sans rien. Ils ont la possibilité de repartir avec un colis de dépannage ou un colis d'urgence. Nous avons distribué près de 9000 colis de ce type dans nos 15 centres du département. Next. Une dernière slide et après vous n'entendrez plus ma voix, vous entendrez celle de Mireille. Pour pouvoir distribuer ce million de repas, nous avons besoin de 1400 tonnes de marchandises. Et vous voyez qu'il y a une diversification de nos sources d'approvisionnement. Nous avons la chance d'être un département où il y a de l'agriculture. Alors, un département pauvre, mais un département où il y a de l'agriculture qui nous permet d'avoir des dons en produits corrects, des dons locaux, de manière très importante, puisque quand on effectue aussi la ramasse au travers de magasins de manière quotidienne, on récupère des produits qui arrivent à péremption. Ces dons, ces ramasses, ils représentent 840 tonnes. Le national, c'est-à-dire notre association nationale et l'Union européenne, en produit presque 3 fois moins, puisque c'est 386 tonnes. Donc vous voyez l'importance de l'action menée au niveau local. Le jardin, c'est 5 tonnes 2 sur un an. Nous avons aussi les entrepôts d'opportunités, 100 tonnes. Et puis une opération annuelle qui s'appelle la collecte nationale, à laquelle vous pouvez tous participer, puisque ce jour-là, ce week-end-là, toute personne de la population française peut devenir bénévole ponctuel des Restaurants du Cœur. Ça se situera du 5 au 7 mars 2021. Vous pourrez nous rejoindre, il y aura de la publicité, de la communication effectuée. En 3 jours, au niveau du département, on fait récupérer 89 tonnes de marchandises qui sont distribuées durant la campagne d'été. Puisque novembre, mars, et les 32 autres semaines de l'année, c'est ce qu'on appelle la campagne d'été. Voilà, vous imaginez, ces 1400 tonnes, il faut les manutentionner plus pour pouvoir dans les centres où ils sont distribués aux personnes accueillies. J'en ai terminé pour cette première partie de présentation. Je repasse la parole à Frédéric. Merci Henri. Alors, oui, alors la communication n'est pas super bonne, mais je crois que globalement, on entend à peu près. Et au moment où je dis ça, on ne vous voit plus. J'espère que, voilà, que vous nous entendez toujours. Henri, Mireille? Oui. Est-ce que vous nous entendez? D'accord, ça y est, on vient de récupérer l'image. Justement, Henri,
je voulais te poser une question, plus exactement suggérer. Vous êtes là donc, dans un bureau, on le voit tous, mais derrière, moi je sais que derrière vous, c'est un entrepôt. Et justement, une des spécificités, des expertises, si je puis dire, des Restos du Cœur, c'est justement le stockage. Et c'est toute l'importance de ces entrepôts. C'est-à-dire que, effectivement, là, tu viens de nous faire un peu l'explication, le descriptif des tonnes et des tonnes de matériel, de biens de première nécessité, d'alimentation que vous recevez, que vous manipulez, que vous redistribuez. C'est vraiment ce qui fait le cœur et c'est ce qu'on découvre en fait en vous, découvrant vous. Est-ce que tu peux nous dire un peu, Henri, ce qu'il y a autour de toi, derrière toi, ce qui se passe concrètement là où vous êtes? Ce qui se passe concrètement, c'est qu'au-delà des services, l'entrepôt, on 38 tonnes qui arrivent presque toutes les semaines. Il faut le décharger, il faut tracer tous les produits, on les comptabilise, on les positionne sur des racks. Derrière, il y a le service approvisionnement qui, grâce à un logiciel, permet de faire la répartition des produits en fonction du nombre de personnes accueillies dans chaque centre, de façon à ce qu'il y ait une équité et qu'on ne fasse pas n'importe quoi et que surtout, on trace tout au kilo près. Ça permet je vous l'expliquerai tout à l'heure dans les catégories de produits, dans le détail exactement ce que nous distribuons comme type de nourriture. Mais voilà, l'entrepôt, c'est ça. C'est 8 personnes encadrées avec aussi des bénévoles. Donc, c'est une quinzaine de personnes qui, tous les jours, viennent travailler et font énormément de travail de manutention. Donc, nous avons besoin de bras pour pouvoir, et de chauffeurs pour pouvoir conduire nos camions aussi. Vous avez combien d'entrepôts dans le Lot-et-Garonne? 15, 14 d'entrepôts, un seul entrepôt, pardon. D'accord, ok. D'accord, parce qu'effectivement, on n'a pas idée, c'est-à-dire qu'on voit l'image qu'on a des Restos du Cœur, c'est effectivement ces centres qui distribuent, mais en amont de la distribution, il y a toute une chaîne qui part de l'entrepôt et ensuite, il faut que les biens sont stockés et acheminés. Et c'est un travail absolument énorme. Voilà, c'est ça, c'est un énorme travail logistique. Je voulais juste qu'on le souligne parce que ça, on n'en a pas forcément idée. Merci Henri pour ces précisions. Mireille, je le disais tout à l'heure en introduction, une chose qu'on a découvert, enfin peut-être que d'autres le savaient, mais je ne pense pas que ce soit tellement connu, c'est le fait que vous avez initié des espaces, inventé des espaces un peu particuliers qui sont ces restos bébés du cœur. Donc, il y en a 70 en France aujourd'hui. Grâce à toi, on en a pris connaissance. On ne savait pas que les Restos du Cœur avaient imaginé un accueil très particulier pour les parents, les tout petits. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Et je te laisse la parole. Oui, merci. Donc, vous avez vu 70 Restos bébés. Et c'est vrai que Lot-et-Garonne, en étant un département extrêmement pauvre de la Nouvelle-Aquitaine, puisque sur les 13 départements, on est avant-dernier avec la Creuse, nous avions beaucoup, non seulement beaucoup d'accueillis, mais aussi beaucoup d'enfants. Et dans tous les centres, il y avait et il y a un coin bébé, donc spécifique, avec bien sûr du matériel de puériculture, des vêtements, des biberons, des poussettes, enfin tout ce qu'on nous donne, hein, bien sûr, ça c'est des dons, et bien sûr à disposition les couches, le lait maternisé et les petits pots. Et c'est vrai que sur la Genêt, donc puisque c'est c'est la préfecture, c'est là où on avait le plus de bébés. Au moment où j'ai monté le dossier, on avait 80 bébés. Le problème des bébés, c'est que ça fluctue, hein, ça grandit très vite. Autant les adultes, on les a des fois pendant plusieurs années, alors qu'on reste aux bébés. Voilà, normalement, ça va jusqu'à 12 mois. Nous poussons jusqu'à 18 mois la prise en charge des bébés dans les restos bébés. C'est-à-dire qu'en créant ce lieu absolument spécifique, qui n'est pas du tout à côté d'un centre d'activité habituel, ça permet aux familles qu'on les rencontre 2 fois. Une première fois, puisqu'ils vont aller, eux, en tant que famille, en tant qu'adultes, ils vont aller chercher leur dotation alimentaire au centre pour, on va dire, pour tout le monde, pour adultes et enfants. Et quand ils ont des bébés, ou même avant d'avoir les bébés, qui sont les mamans qui sont enceintes, elles viennent rejoindre le resto à Varennes, elles viennent rejoindre le resto bébé, et à partir de là, on peut vraiment les accueillir dans un lieu qui est serein, qui va amener du calme et qui va permettre des temps de détente et des temps d'écoute. Ce qui n'est pas possible dans un grand centre
où les gens se passent à la queue leu, voilà, et où il y a énormément de demandes. Et puis, bon, c'est pas l'usine, parce qu'on essaie quand même d'avoir un lien de discussion et de faire quand même de la solidarité avec nos accueillis. Mais quand même, avec les poussettes, les bébés et tout, ça n'allait pas du tout. Et vraiment, le resto bébé, ça permet déjà, elles laissent leurs poussettes à l'extérieur, qui est sécurisé. Elles rentrent avec leurs petits. Il y a bien sûr tapis de jeu, etc. Et pour les tout petits, des endroits. Et ça permet qu'elles puissent se détendre et éventuellement, justement, parler de leurs problématiques. Je ne vous cacherai pas que nous avons essentiellement des mamans seules ou en grande difficulté. Même si elles ne sont pas seules, ce sont des couples qui sont en grande difficulté, qui peuvent être très jeunes, avec des fractures familiales importantes et qui n'ont pas, qui ont besoin d'un accompagnement dans la parentalité. C'est-à-dire que bien sûr, les bébés, on les a toujours nourris et même s'il n'y a pas de resto bébé dans un département, le bébé ne manquera de rien. Mais là, ce qu'il y a de plus, et ceci grâce bien sûr au partenariat avec la THSL qui a permis l'ouverture de ce lieu, pour terminer nos travaux et toute l'installation. C'est-à-dire que là, les parents peuvent vraiment se poser. Ils ont accès, bien sûr, à des bénévoles qui sont entièrement formés au niveau du national par des professionnels de la petite enfance. Et ça nous permet, et bien sûr, on a aussi des bénévoles qui viennent de la petite enfance, et les anciennes puéricultrices, voire des sages-femmes, etc. Voilà, donc, mais ça, voilà, c'est toujours extrêmement intéressant, ce temps de partage, et les activités qu'on peut mener dans ce centre sont des activités d'épanouissement, peut-être des fois même plus pour les mamans que pour les petits. Mais on fait quand même des choses avec des petits qui ont entre 12 et 18 mois qui sont extrêmement intéressantes, entre autres avec la PMI, la protection maternelle infantile, qui fait partie de nos partenaires. Nous avons énormément de partenaires institutionnels. Ça permet, mais il y a les puéricultrices de la PMI qui ont fait, là, pendant 1 an, elles sont venues faire des massages. Alors, apprendre des massages, pas faire massage au bébé, vous savez que on ne peut pas toucher des bébés comme ça, mais avec des poupons. Elles ont appris aux mamans à masser sur le poupon et après, elles étaient à côté pour qu'elles vérifient bien que l'application se faisait bien sur leur petit. Et ça, c'était des moments extrêmement forts et qui créent vraiment ce qu'on appelle le lien de la parentalité et qui va permettre, en plus, nous, en tant que bénévoles, d'avoir une relation de confiance avec des personnes qui ont souffert, qui sont en souffrance et qui ont envie, peut-être, soit des fois parce que ce sont des femmes battues, qu'on leur tende la main pour les aider à quitter leur bourreau, soit parce qu'elles ont vécu, de par leur parcours de migrantes, des choses extrêmement violentes. Et de même qu'après, nous avons aussi, surtout chez les jeunes parents, des mamans qui sont en difficulté parce qu'elles viennent de milieux défavorisés et qu'elles ne sont pas structurées pour être maman. Voilà, donc après, tout ce qui est de l'ordre de l'alimentaire, voilà, ça on sait le faire dans tous les centres des restos, mais les restos bébés, c'est pour nous, c'est un petit joyau qui est extrêmement intéressant de tout ce qu'on peut y pratiquer. Et on y fait même d'ateliers français, parce que pendant ce temps-là, on peut s'occuper un peu du bébé pendant 3/4 d'heure, ou du petit qui a 18 mois, et des autres, parce que des fois, ils viennent avec leurs frères et sœurs. Il ne faut pas oublier quand même que le programme THSN, c'est pour les 0-6 ans. Donc, nous, on a aussi, on va jusque-là, sur les 0-6 ans, et les autres enfants, il faut s'en occuper pendant que les mamans, éventuellement, viennent prendre des cours de français. Voilà. Mireille, est-ce que je peux te poser une question? Depuis justement le lancement, alors moi je l'ai visité, ce lieu, c'est vrai que c'est une sorte d'appartement en pied de cité, donc effectivement en dehors des lieux de distribution, on va dire, habituels. Donc c'est vraiment un joli appartement avec une cuisine, avec la salle de jeu pour les petits, le lieu de distribution de tout ce qui est effectivement petits pots, lait, tout ce dont les mamans ont besoin. Donc ça fait à peu près, on va dire, un peu plus d'1 an et demi finalement que ce lieu est lancé. Quelles sont les conclusions déjà, les constats peut-être que vous faites de ces premiers temps, de ces premiers mois de ce Resto Bébé du Cœur? Je pense que les premiers constats, parce que oui, on a 2 ans derrière nous sur cette pratique, c'est essentiellement l'accompagnement des mamans, tant sur leurs droits sociaux que sur leur équilibre, entre guillemets, parce que nous avons aussi
donc l'équipe mobile de psychiatrie pour la précarité, qui vient faire justement des permanences chez nous et et cela permet justement de pouvoir travailler avec ces mamans qui sont en difficulté. Donc là, nous, ce qu'on voit, c'est des personnes qui sont beaucoup plus sereines, beaucoup plus calmes, qui ne vont pas venir vite chercher de l'alimentaire et puis après fuir, voilà, pour fuir la parole, pour fuir le contact. Au contraire, nous avons des gens qui peuvent rester et qui peuvent justement, et on les accompagne comme ça. Et du coup, c'est bien sûr qu'on peut penser que l'impact sur les tout petits est très important à ce moment-là. Et donc, après, quand bien sûr, on va poser la question, je me la pose, après, qu'est-ce qu'on fait dès qu'ils ont plus de 18 mois? Mais bien sûr, les mamans continuent, ou les mamans ou les familles continuent d'être accueillies dans les centres, mais il y a quand même un suivi, parce que souvent, on a des bénévoles qui sont en resto bébé, qui sont aussi dans un grand centre d'Agen. Elles y vont régulièrement. Et du coup, ça permet vraiment de faire un suivi, et peut-être même, et ça tu l'as rencontré toi-même hein, quand on a fait l'inauguration, où une maman disait, grâce au Resto Bébé, j'ai retrouvé un emploi. Parce que aussi, alors bien sûr, on ne fait pas garderie, loin de là, hein, mais on lui avait permis de se poser, et bien sûr, nous, on fait aussi de la recherche d'emploi, et donc on avait mis tout en place pour qu'elle puisse retrouver un emploi en faisant garder son enfant. Merci Mireille pour ces précisions et c'est bien pour ça justement qu'on a choisi de vous soutenir et c'est l'objet hein, d'ailleurs de notre programme que de venir en aide aux tout petits parce que voilà on a coutume de dire que tout se passe avant l'âge de 5 ans. Alors on va peut-être pas dire que tout se passe mais en tout cas beaucoup de choses se passent pour un enfant et beaucoup de choses s'ancrent et vont impliquer son futur d'adulte. Et effectivement, en agissant comme ça auprès des petits qui sont dans des situations familiales de grande précarité, l'idée, ben voilà, c'est d'essayer de casser ce qui est un constat hein, qui est fait par les professionnels, qu'un enfant pauvre a toutes les chances de devenir un adulte pauvre. Donc, comment effectivement on travaille collectivement pour essayer de rompre ce cercle vicieux. Écoute, merci beaucoup Mireille pour ces précisions. Henri, tu le disais tout à l'heure, on a commencé à l'aborder. Effectivement, au Resto du Cœur, vous avez une expertise qui est assez incroyable sur tout ce qui est alimentation, nutrition. Donc, on a bien compris que vous ne faisiez pas que ça. Et c'est vrai que c'est quand même ce qui a fait la spécificité des restos, hein, d'où le nom, Resto du Cœur d'ailleurs. Partager des repas, donner des repas. Et effectivement, moi, j'ai eu le plaisir avec l'équipe de participer à une fois une distribution avec vous à Agen. Et on a découvert qu'effectivement, les repas n'étaient pas fabriqués comme ça, mais que ça répondait à des normes bien précises, à un équilibre entre différents types de nourriture. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, tout à fait. Dans l'esprit collectif, l'aide alimentaire, c'est la porte d'entrée au Resto du Cœur depuis 1985. Cette aide, on la trouve sous différentes formes. Je vais rentrer dans le détail. Des repas équilibrés à cuisiner chez soi, c'est ce que nous distribuons dans nos 15 centres d'activité du département. On trouve aussi dans les grandes métropoles, vous avez certainement ça en région parisienne, des repas chauds, on appelle ça des maraudes. Alors on ne les fait pas ici dans notre département, c'est la Croix-Rouge qui de manière historique le fait et c'est un accord entre nous. On a des colis d'urgence, j'en ai déjà parlé, les colis de dépannage. Et pour rebondir sur ce que disait Mireille, une aide spécifique pour les bébés. Donc voilà les 4 formes. Next. Alors, on est expert dans la distribution alimentaire. On a des principes qui sont internes et qui découlent de la petite histoire des restos. Next. En 1985, effectivement, c'est l'aide d'urgence qui apparaît. Mais à la fin des années, au début des années 2000, un administrateur de Paris qui s'appelait Jean Brodin se rend compte que c'est bien beau de distribuer depuis 15 ans des repas, mais qu'à la fin, ça devient un peu ce qu'on appelle nous maintenant le drive. C'est-à-dire qu'il y a distribution de repas, mais on n'a pas le temps de discuter et de s'intéresser à tout ce qui existe à côté et de savoir pourquoi les gens viennent chercher de la nourriture, parce que c'est intéressant pour pouvoir les aider au-delà de la nourriture. Donc il y a une enquête qui est effectuée, il y a une décision qui est prise au niveau national qui va être
est de distribuer autrement. Alors, qu'est-ce que ça recouvre de distribuer autrement? Next. Distribuer autrement, c'est d'abord une philosophie. On va mettre en place ce qu'on appelle la distribution accompagnée. Ça va être la porte d'entrée, ça va permettre, à la place d'avoir des bénévoles dans les centres qui sont en poste derrière une table et qui voient passer les personnes accueillies les unes après les autres, qui n'ont pas le temps d'échanger, on va changer carrément la façon de faire. On va accueillir la personne et on va lui attribuer un bénévole qui va le suivre durant toute sa traversée du centre, tout le chemin qu'il a parcouru dans le centre, avec à certains moments des moments de creux quand il faut attendre un petit peu. Et là, c'est l'occasion de pouvoir entamer une discussion avec la personne accueillie, de pouvoir les suivre. Ça, c'est la distribution accompagnée. La deuxième partie de la philosophie, c'est la distribution au choix. Ça va permettre de pouvoir répondre aux besoins des personnes accueillies de manière un peu plus pointue. Leur permettre d'avoir le choix entre une boîte de petits pois et une boîte de haricots verts, par exemple. Bien sûr, il y a des produits qui vont être difficiles. Dès qu'on va toucher à du frais, ça ne va pas pouvoir être fait. Mais tout ce qui est boitage, tout ce qui est conserve, on va pouvoir utiliser ce moyen de distribution au choix. Et puis, au-delà de la philosophie, il y a un outil. L'outil, c'est la distribution à points. Ça va nous permettre de garantir l'équilibre nutritionnel des personnes de façon à avoir une certaine égalité et équité de traitement entre les personnes, quel que soit le centre dans lequel ils sont affiliés, quel que soit le département dans lequel ils vont être accueillis. La distribution à points, ça permet de disposer aussi d'une unité de compte. Il n'y a pas d'argent au Restaurant du Cœur. On distribue de manière gratuite, mais on ne comptabilise pas avec de l'argent, on comptabilise avec des points. Ça facilite les choix tant pour les bénévoles que pour les personnes accueillies. Next. Alors, je vous ai parlé de catégories de produits. On va rentrer un petit peu dans la partie nutritionnelle. On distribue quoi comme produit? Des protéiniques, de la viande, des œufs, du poisson. Alors, chaque catégorie a une pastille de référence au Resto du Cœur. Ça permet à tout nouveau bénévole de savoir où est-ce qu'il en est quand il rentre dans un centre. C'est un petit peu les panneaux dans les grands magasins que vous avez en haut des gondoles et des rayonnages. On a donc des accompagnements, produits frais, des féculents, tout ce genre de choses. Les produits laitiers, sous toutes ces formes, les desserts, et pas que des gâteaux ni du chocolat, mais aussi On distribue du lait UHT, on a des produits complémentaires au-delà de tous les produits. Ces produits complémentaires, il y a un slide suivant qui vous l'expliquera. Et puis les dotations bébés, dont a commencé à parler Mireille tout à l'heure. Slide. Tous ces produits, trois formes. Ce qu'on appelle l'ambiant, c'est-à-dire des conserves, des choses qui peuvent se garder, sous forme fraîche, les fruits et légumes frais, et puis en surgelé, les poissons surgelés, les steaks hachés surgelés, ou voire des poêlés surgelés. Donc vous voyez la complexité de tout ce que l'on a à traiter, à fournir en termes de logistique, de lieux de stockage, de manutention, parce qu'à chaque fois, c'est des procédures différentes. Les produits complémentaires, je vous l'ai dit, on distribue 1,5 litre de lait par personne par semaine. On donne aussi des produits de base, de manière cette fois-ci occasionnelle, comme les produits d'hygiène, vous avez la liste qui est affichée devant vous, je ne vais pas vous la lire, et puis des produits d'entretien. Tout ça, on le distribue de manière équitable, suivant des tableaux de référence par famille et par campagne. Next. Pour s'intéresser maintenant plus particulièrement aux bébés, on leur distribue du lait approprié à leur âge, des petits pots salés, des petits pots sucrés, des couches et divers produits d'hygiène. Tout cela de manière hebdomadaire, suivant le tableau qui sera sur la diapo suivante. Next. Où là, en fonction de l'âge du bébé, vous voyez la répartition de ce que l'on fournit. Donc, bien sûr, des couches, en fonction du poids, c'est mieux. Le lait, les petits pots, en sachant qu'on donne 4 sucrés et 2 salés pour uniquement ceux de 6 à 12 mois. Et puis, la dotation adulte, c'est la dotation qui va être donnée à un adulte parce qu'on considère qu'un enfant, à partir de 12 mois au Restaurant du Cœur, il peut manger la même chose qu'un adulte. Bien sûr, ça peut varier d'un enfant à l'autre en fonction des dents qui poussent, la diversification alimentaire. Alors pour ça, on met le doigt et puis quand il mord, on sait qu'on arrête de lui donner des petits pots et puis on va lui donner des carottes.
joke. Slide suivant. Au resto, un repas équilibré. Là, on va rentrer dans le nutritionnel. Je vous ai dit, c'est des protéines, de l'accompagnement, du laitage et des desserts. On tient impérativement à ce que les gens viennent chercher tous ces types de produits. Ce sont les 4 familles de produits que l'on fournit. Ça représente un repas équilibré au niveau des restos. Un repas, c'est donc un point ou une portion de chacune de ces 4 catégories. Next. Je vous ai parlé de dotation. Alors la dotation, c'est effectivement le nombre de repas hebdomadaires par famille. Nous effectuons de l'aide alimentaire et pas de l'assistanat. C'est-à-dire que nos ressources au niveau des restaurants du cœur, depuis de très longues années, ce n'est pas de fournir 21 repas, comme on calcule, parfois c'est 21. On ne fournit pas l'intégralité des repas hebdomadaires pour les familles. On ne fournit qu'une aide alimentaire. Et cette aide, elle se fait suivant le tableau qui est dans le slide suivant. En fonction du nombre d'adultes et de la composition de la famille, qui va de 1 à 6, vous avez sur la partie droite quelle est la dotation. Une famille de 1 va recevoir 9 repas. Une famille de 2, 12. Et après, ainsi de suite, jusqu'à 6, un multiple de 6 qui correspond à 6 repas hebdomadaires par famille. On ne dépasse pas 6 personnes par famille. On ne peut pas, au niveau budgétaire et financier, c'est une décision qui a été prise en conseil d'administration national. La colonne de droite, c'est la dotation simple. Si on peut revenir juste sur le slide avant. La dotation simple, c'est quelqu'un qui va rentrer dans le barème qui est établi. C'est-à-dire qu'il va avoir une dotation pour une campagne. S'il dépasse ce barème qui est attribué par famille, qui est interne au resto, il peut y avoir une décision d'équipe qui lui permet quand même d'avoir une dotation. Et à ce moment-là, on prendra la colonne du milieu, dotation minorée, qui est globalement divisée par 2. Voilà. Next. Un centre, comme l'a vu Frédéric et Claire quand elles sont venues, de manière schématique, il y a un circuit de distribution. La première des choses que l'on fait, c'est on accueille la personne. On lui offre un café, un thé, le coin d'accueil. Et puis après, il y a un circuit à respecter, le lait, les accompagnements et tout ce qui est ambiant. On essaye de mettre au fond du sac ce qui est le plus lourd, ça évite d'écraser les œufs, c'est quand même mieux. Et puis on tourne, on fait les desserts, les produits bébés, les compléments resto, les produits laitiers et les surgelés en dernier. On distribue un sac de transport de produits surgelés et frais à chaque famille en début de campagne. Bien sûr, à la fin, la personne peut retourner au point café et reprofiter de l'accueil et aussi avoir toutes les actions d'aide à la personne qui sont dispensées au sein du centre. Et donc, on va parler maintenant sur la next. Des actions qui sont menées au-delà de l'aide alimentaire parce qu'on s'est rendu compte donc depuis les années 2000 qu'un repas ne suffit pas. Pourquoi les gens viennent au resto? Quels sont leurs soucis? En quoi peut-on les aider? C'est ce qu'on va voir maintenant. Next. Nous avons des activités d'insertion et d'accompagnement sur plusieurs schémas. Tout ce qui concerne le lien social, on effectue, alors pas partout, pas dans le département par exemple, on ne fait pas toutes ces actions parce qu'on n'a pas les capacités de les effectuer par manque de bénévoles. C'est simple. Et parce qu'aussi d'autres associations, d'autres œuvrent pour déjà des choses. Mais chez nous, il y a des espaces libres au centre. Actuellement, avec le Covid, les gens viennent, prennent les livres, ne les ramènent pas. Il y a des sorties culturelles qui sont effectuées durant l'année. On achète des billets cinéma, ce qui permet en fin d'année à ce que les enfants puissent accéder au cinéma et avec la bande dessinée qui sortira à cette époque-là. Scolaire, des ateliers de français, tout ce qui est migrant. On peut effectuer des départs en vacances. Après, tout ce qui est lié à l'autonomie, on est en partenariat avec Pôle emploi pour avoir un soutien de recherche d'emploi. C'est pareil avec la justice. Tout ce qui est accès au droit à la justice, on aide les gens. On fait venir des écrivains publics, des avocats, des huissiers, pour pouvoir, dans le centre, directement au plus près des personnes accueillies, sans qu'elles aient à se déplacer au palais de justice, ce qui peut paraître inconcevable pour eux.
de pouvoir avoir accès au droit à la justice. On fait intervenir des éléments aussi de santé, au niveau purement médical ou au niveau psychologique. Des équipes mobiles de santé, on est en partenariat aussi en local. On a un bénévole qui s'occupe du microcrédit et du conseil budgétaire. Il peut, dans certains départements, avoir un point d'info logement. Et puis après, tout ce qui est lié aux structures. Alors, dans le département, nous n'avons pas de logement, mais ça existe. Par exemple, il y a une péniche à Paris qui œuvre et qui est en place et qui accueille 70 personnes dans des conditions sanitaires très correctes. Il y a les gens de la rue. Alors, nous n'en avons pas non plus au niveau du département. Et puis, en revanche, ce que nous avons, c'est les 2 chantiers d'insertion, que sont les 8 salariés qui sont à l'entrepôt et au jardin. Et ça, nous œuvrons dans ce secteur-là au niveau du département. Donc, vous voyez qu'au-delà de l'aide alimentaire, il y a énormément de choses qui sont faites. Mais nous ne sommes pas spécialistes en tant que bénévoles. Moi, personnellement, je ne connais rien au droit à la justice, à part ce que je sais en tant que citoyen. Donc, on se veut être une passerelle. Une passerelle pour pouvoir connaître, avoir les éléments qui nous permettent de dire à la personne, vous avez tel souci, on le prend en compte et on vous aide en vous donnant les coordonnées des gens qui sont en relation et en partenariat avec nous. On a des gens à Pôle emploi qui sont spécialisés Restaurant du Cœur. Donc, c'est une personne qui est dédiée au profit du restaurant. Le passerelle est très important dans le terme de l'aide et de l'accompagnement d'aide à la personne. Next. Chaque centre des Restaurants du Cœur et toutes les équipes qui œuvrent au sein de leur centre, elles se doivent de respecter ces 4 items que sont accueillir les gens, les écouter, les orienter et les accompagner. C'est le b.a.-ba de l'aide à la personne au sein des Restos du Cœur. Pour cela, il y a des formations qui sont effectuées où on explique aux bénévoles en quoi consistent ces 4 verbes. Next. Alors, même si vous êtes loin, vous pouvez rejoindre les restos. Et il faut savoir que quand vous intégrez la brillante équipe des Restos du Cœur auquel on appartient, eh bien, il y a une charte à respecter qui se traduit en 6 points que vous avez dans le petit carré vert. Vous devez vous engager en signant un engagement de bénévole. Alors, vous partez pour 3 mois, c'est une période d'essai. Et puis après, vous continuez, vous signez un 2e papier qui vous permet de pouvoir poursuivre votre œuvre et votre action au sein des restos. Et chaque année, on se réengage en re-signant un document pour 1 an, pour se dire, voilà, je recommence et je continue mon engagement au sein des restos. Donc, si vous avez des centres de Restaurants du Cœur à côté de vous, vous pouvez venir, on a besoin de vous. Moi, j'en ai terminé. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que vous aurez retenu ne serait-ce que 2-3 petites choses. Et puis, je vous souhaite bonne continuation et merci de nous aider. Mais Henri, ne pars pas, tout ça n'est pas fini. Il y aura un moment d'échange, des questions-réponses. Et je pars pas. Peut-être répondre. Alors, Mireille, je vais m'adresser à toi maintenant. Parce que, évidemment, on est en plein temps 2, on va dire, de la crise Covid, en plein temps d'une crise sanitaire qui se double d'une crise sociale. Au premier confinement, on a, nous, en tout cas, fait le choix d'être assez proche de nos partenaires, dont vous, puisqu'on a eu conscience que ce temps tellement compliqué, tellement particulier, allait fragiliser encore plus les plus fragiles. Et c'est effectivement ce qui s'est passé. Du coup, on a beaucoup correspondu, on a beaucoup échangé à ce moment. Et effectivement, je voudrais que tu nous racontes tout ce que vous avez mis en place. On a été bluffés par votre capacité à vous réinventer. Il faut savoir que lors du premier confinement, tous les centres ont été fermés. D'ailleurs, tous les centres que nous soutenons ont été fermés du jour au lendemain. C'est vrai que ça a été d'une violence extrême. Autant certains centres n'ont pas pu réouvrir tout de suite, autant vous, vous avez vraiment le couteau entre les dents. Vous vous êtes mobilisés, vous vous êtes réinventés aussi pour vous adapter à cette nouvelle situation. Que tu nous racontes un peu ce qui s'est passé pendant ce premier temps et là où vous en êtes aujourd'hui. Et effectivement, les constats que tu fais, on y reviendra en deuxième partie. Mais déjà, que tu nous racontes tout ce que vous avez fait pendant
pendant cette première phase parce que vous avez mené un travail absolument incroyable. Oui, donc, comme chacun d'entre nous, et chacun d'entre vous, on a été extrêmement pris au dépourvu par ce premier confinement. Donc, c'est vrai que dès le 17 mars, nous avons absolument tout fermé. On a distribué, en revanche, on a rappelé absolument tous nos accueillis. On a interpellé tous les bénévoles en disant vite, juste avant le confinement, vite, il faut distribuer, il faut à tout prix que les gens, voilà, il va plus y avoir les cantines, les écoles étaient déjà fermées. Donc, on a servi en un jour et demi, on a réussi à servir 3500 personnes. Donc, c'était quand même énorme. C'était vraiment un gros challenge qui a été tenu. Après, on a fermé. Et pendant 15 jours, on a fermé juste 15 jours. Le temps de se retourner, le temps déjà, parce qu'à cette époque-là, personne ne s'en souvient, mais nous, on se souvient bien qu'il fallait compter 14 jours pour voir si on avait le Covid ou pas, qu'on n'avait pas de masque. Et malgré qu'on n'ait pas de masque, 15 jours après, tous les centres ont rouvert sans masque. Alors, on faisait ce qu'on appelait du drive, c'est-à-dire on préparait des colis, on mettait des tables dehors, on posait sur la table, les bénévoles reculaient, les accueillis avançaient et venaient prendre tous les produits alimentaires dont vous a parlé Henri. Voilà, et bien sûr, c'était très fatigant. Et surtout, ce que j'oublie de dire en premier, c'est dans ces cas-là, dans un premier temps, on a perdu, entre guillemets, on a eu un retrait de 80% des bénévoles. Vous doutez bien que pour faire autant de travail, de solidarité, d'engagement, la plupart de nos bénévoles sont à la retraite et souvent, depuis longtemps bénévoles, donc ils ont pris de la bouteille, donc ils ont souvent plus de 70 ans. Et bien sûr, dans le premier confinement, toutes ces personnes-là devaient rester chez elles. Donc on a eu 80% de retrait, avec toutes celles aussi qui avaient des pathologies ou dont les conjoints avaient des pathologies. Et avec les 20% qui ont resté, on y est allé. On y est allé et jusqu'au déconfinement, nous avons servi comme ça. On a eu de la chance. Il a fait beau pendant ces 2 mois-là. Il n'est pas tombé des cordes parce que tout le monde, enfin, tous les accueillis attendaient dehors. On ne pouvait pas les mettre sur rendez-vous. On ne pouvait pas toucher les papiers. Je vous rappelle aussi qu'à ce moment-là, on parlait que les cartons, toute la nourriture qu'on achetait en supermarché, il fallait la laisser pendant 24 heures ou pendant je ne sais pas combien d'heures dans le garage. Du coup, nous, on avait arrêté même les dons. On n'allait plus rien chercher. On avait fermé l'entrepôt. Bon, tout ça, on a tout remis en route, on a repris les dons, etc. Et à partir du déconfinement, là, on a vu énormément de personnes. On s'était retrouvé à plus 30%. On peut dire plus 30% de repas distribués. Donc, on va dire jusqu'à fin juin. On n'a pas bien compris, Mireille, excuse-moi, du coup, ça a coupé. Combien de pourcentage de distribution en plus avez-vous fait? On n'a pas entendu. On était à plus 30% pendant le confinement. C'est-à-dire que très vite, c'est très vite monté, essentiellement parce que les familles se retrouvaient avec tous leurs enfants à la maison sans cantine, ou les cantines, pour certains, très gratuites ou très peu chères. Et des ados ou même des gamins à la maison qui sont enfermés, ça n'arrête pas d'ouvrir le frigo, c'est l'enfer. Donc à partir de là, heureusement, il y a des familles qu'on ne voyait pas, qu'on n'avait pas l'habitude de voir, et qui sont venues vers les restos, parce qu'elles ne pouvaient pas, savaient que leurs gamins, ils allaient avoir faim. Donc, ces gens-là, on les a accueillis sans condition. Là, pas question de faire des inscriptions, pas question de toucher les papiers, pas question de tout ça. Donc, à partir de début juillet, on a pu reprendre nos inscriptions. Et à partir de là, ça s'est un peu régulé. À ce jour, nous sommes à plus 12% par rapport à l'an dernier, à la même époque. L'hiver arrive, on sait très bien, en plus avec le nouveau confinement, que ça va être un peu plus difficile. Entre-temps, nous avons récupéré quand même certains de nos bénévoles, c'est-à-dire certains qui s'étaient mis en sécurité. On avait obligé, moi en tant que responsable départemental, j'avais la responsabilité qu'aucun de mes bénévoles n'attrape le Covid en venant faire son action et son engagement bénévole. Donc j'avais demandé à toutes les personnes qui avaient ou des pathologies ou plus de 70 ans de rester chez elles. Et pour certaines personnes, certains bénévoles, ça a été extrêmement pénible et douloureux. Même si on a fait du soutien, nous on les a appelés au téléphone et même eux appeler les accueillis pour maintenir du lien, etc. Il y a quand même tout un soutien téléphonique qui s'est fait. Et là, ces gens-là ont pu revenir. Donc, mais il faut juste savoir qu'en septembre, quand on a fait le point de tous les bénévoles, sur le département de Lot-et-Garonne et d'après les dernières réunions qu'on a eues sur le plan national, nous sommes à moins 40% de bénévoles. Il y a 40% de bénévoles qui ont décidé de se mettre en retrait tant qu'il y aura la pandémie.
Et c'est tout à fait leur droit, et ils ont sans doute. Voilà, mais ça n'empêche qu'il faut qu'on continue notre mission, et encore plus maintenant où les gens sont isolés et sont déprimés. Vous, comment vous êtes, ou nous, comment on est, on était reconfinés, comment ça, on s'est dit, c'est pas vrai, ça va jamais s'arrêter. Moi, mon mot en ce moment, c'est un cauchemar. Voilà, c'est un cauchemar tous les jours, c'est un petit cauchemar. C'est pas un jour sans fin, c'est un cauchemar sans fin. Voilà, et donc c'est vrai que actuellement, nous, ce qu'on a préparé, donc vous voyez là en projection, c'est notre resto bébé, puisqu'on a fait plein de photos, enfin THSN a fait plein de photos et c'est très bien de les revoir. Donc, nous, en revanche, depuis le mois de juin, on s'est préparé à ce reconfinement, on s'est préparé à ce que cet hiver, il y aurait de toute façon un virus qui serait virulent et qui circulerait, confiné ou pas confiné, et que nous, on allait de toute façon avoir l'obligation de nourrir les gens, mais de réduire notre activité à cet essentiel des restos qui est d'apporter une aide alimentaire. Donc à partir de là, depuis le mois de juin, nous travaillons avec tous les centres, comment ils peuvent faire pour que les gens puissent ne pas rester dehors à attendre leur colis alimentaire, mais rentrer et faire un semblant de distribution alimentaire. Donc on a fait des travaux sur certains centres, on fait ce qu'on appelle la marche en avant, et je rentre par une porte, ils sortent par une autre, on a mis des séparations pour pas que les gens se croisent. Alors bien sûr, le gel, le masque, nous avons même sur certains centres des thermomètres où on prend la température avant que les gens rentrent. Nous essayons de sécuriser en premier lieu bien sûr les bénévoles et après que les accueillis se sentent en sécurité aussi. Voilà, donc nous on était prêts. Le confinement est arrivé, on était absolument prêts, nous ne sommes pas fermés, nous continuons à fonctionner. Maintenant, nous fonctionnons toutes les semaines. Et tous les bénévoles qui étaient engagés avant le confinement sont toujours là. On a eu quelques retraits, mais très très peu. Et ceux qui ont le plus de 70 ans et qui étaient engagés au mois de septembre et octobre, tout de suite on m'a envoyé un petit mot. Je peux continuer. Bien sûr, on leur a dit, vous êtes en toute responsabilité, donc vous pouvez faire le choix. Vous savez, et vous faites le choix parce que vous êtes des adultes responsables. Voilà. Écoute, Mireille, bravo. Enfin, franchement, un grand bravo à toute l'équipe pour tout ça. C'est vrai que vous avez, vous, Association des Restos du Cœur, d'autres aussi, mais une mission d'intérêt général, de service public, qui est absolument fondamentale et d'autant plus en ce moment. Et si on s'en souvenait plus, eh ben, on l'a bien en tête d'ores et déjà. Je voulais proposer qu'on ouvre aux questions des uns des autres. Vous avez sans doute des questions qui vous brûlent les lèvres. On a une question. Oui. De Shadia qui nous dit: est-ce que vous diriez qu'il y a aujourd'hui une nouvelle forme de besoin générée par la situation du confinement en termes d'accompagnement individuel, petite précision, et la rupture du lien social peut accentuer des situations familiales dramatiques, notamment des violences? Mireille, est-ce que vous avez un commentaire à nous faire à ce sujet? Oui, bien sûr, bien sûr. Lors du premier confinement, c'est entre autres sur la Genée, même pas que sur la Genée, mais sur notre département, on a eu des familles qui sont parties, enfin des femmes, qui sont parties dès qu'elles ont su que ça allait être confiné. Elles se sont échappées et elles sont échappées avec leurs enfants. Ça a été une espèce de décharge électrique et excusez-moi, il était éteint, et qui a fait que elles sont parties sans rien. Elles sont parties avec leurs enfants et souvent des petits. Et du coup, nous, on a été saisis, c'est comme ça qu'on a été au courant, parce qu'on a été saisis immédiatement, alors qu'on était fermé depuis 2 jours, là, le 19, le 20 mars. Et voilà, on est venu nous dire, bon, qu'est-ce que vous avez? On est en panne de couche et tout ça. Et il y avait, ne serait-ce que sur Agen, qui est une petite préfecture, il y avait déjà une dizaine de mamans qui étaient parties avec, voilà, qui avaient fui leur bourreau. Donc ça, c'est une réalité. Donc là, est-ce que les enfants à l'école et tout ça, ça reste un peu plus détendu. Mais c'est vrai que concernant la détresse sociale et morale, c'est une évidence. C'est pour ça aussi que là, à nouveau, nous allons mettre en place, pour certains accueillis, le fait que des bénévoles les appellent et discutent, ne serait-ce que discutent avec eux sur des gens qui sont seuls. On a beaucoup de gens, 50% des accueillis au Resto du Cœur sont des personnes seules. Donc, bien sûr, on va leur téléphoner. Et bien sûr que ce cauchemar de virus va entraîner des dégâts psychologiques et qui vont être monstrueux, monstrueux.
Et pas seulement Mireille, puisque un constat que l'on fait collectivement, que ce soit avec vous comme avec nos autres partenaires, c'est une augmentation des personnes en situation de précarité. C'est sorti dans les médias. La Banque mondiale a sorti un communiqué de presse en fait sur l'explosion constatée de l'extrême pauvreté dans le monde, portant à une augmentation de presque 150 millions de personnes qui vont tomber dans l'extrême pauvreté. On sait qu'en France, si on ne parle pas d'extrême pauvreté, on parle de pauvreté. Et je sais que vous faites, toi, tu fais aussi le constat de l'augmentation du nombre de personnes qui ont besoin de votre. Tu peux parler un petit peu de la typologie, nous donner un peu, selon toi, les explications justement de ce basculement de certaines personnes dans la précarité. Oh, c'est très simple. Je crois que chacun d'entre nous peut savoir ce que c'est un budget. Et quand on a un budget qui au départ n'est que de 800 ou 900 euros parce qu'on fait des petits boulots à droite à gauche, qu'on est un peu décroché de l'emploi confortable, très vite, surtout par exemple quand on est dans ce qu'on appelle l'économie informelle, qu'on travaille un peu au black, on fait des ménages chez des papis, des mamies, tout ça, chez plein de gens et qui ne peuvent plus vous accueillir parce que justement ils ont peur. Mais brusquement, pas de revenus, vous n'avez pas d'allocation, vous n'avez pas la CEDIC, le RSA ne se déclenche que 2 à 3 mois après, si vous avez dit que vous avez eu un salaire. Tout ça, c'est très compliqué, donc ça percute les gens. Et après, les auto-entrepreneurs qui, qu'on le veuille ou non, c'est sûr, ce sont des statuts précaires. Voilà, et on a voulu, pour éviter certaines charges, mais la contrepartie, c'est qu'il n'y a pas la protection sociale derrière. Donc, il n'y a pas, mais pour ces gens-là, entre autres, ils ne déclarent pas assez de revenus. On est tous un peu à payer au black et machin, ou à demander des réductions en payant de la main à la main. Du coup, les gens, ils n'ont pas l'aide de l'État. Et tout ça, ces personnes-là, on les voit arriver. On commence à voir sur certains lieux des artisans qui étaient déjà en flux tendu et qui ça y est, ils ont basculé. Alors, sans parler, bien sûr, dans les grandes villes, même chez nous, des intermittents du spectacle, et sur la culture, tout le monde, les guides, enfin tous ces gens-là sont très. Et là, bientôt, on va avoir les commerçants. Bien sûr qu'on aura des commerçants aussi. Tous ceux qui ont acheté leur petite boutique, nous, dans nos petites villes, on voit bien. Des fois même, on se demande comment ils vont tenir et tout, mais là, on sait qu'ils ne vont pas tenir, ça c'est sûr. Et ils n'ont rien. Ils ont déjà tout mis ils sont ruinés. Donc, c'est la casse, ça va être réelle. Mais ces personnes-là, avant de pousser la porte de la structure, toi tu parlais de ce que tu avais entendu sur le plan de l'organisation mondiale, mais moi je parle de ce qui a été fait en France sur certaines études au niveau des gens qui sont dans l'entreprise, que ce soit des artisans ou des commerçants. Ce sont des gens structurés pour pousser la porte, pour aller chercher des aides auprès d'une assistance sociale, et encore moins pour aller au Secours Pop ou aller au Resto du Cœur. Et ces gens-là, ce qu'ils font, ils se suicident. Voilà, ça c'est clair. Ces gens-là, ils peuvent pas. Pour eux, ça ne fait pas partie de leur vie. C'est un échec de leur vie s'ils font ça. Et là, là, on s'éloigne un peu des restos, mais c'est tout ce que ça entraîne, autour. On le sait bien. Il faut juste de la solidarité. Il faut penser à son voisin. Des fois, des choses simples, quoi. Les Restos du Cœur, c'est bien sûr, mais après, c'est un état d'esprit. C'est vraiment un état d'esprit. Merci Mireille. Effectivement, un constat qui n'est pas très, qui n'est pas joyeux. Alors qu'on est encore en pleine crise et dans une vague, deux secondes vagues qui est beaucoup plus importante que la première. Je voudrais qu'on donne la parole à Anne Gardini, que j'ai présentée en introduction de cette conférence. Anne, on va ouvrir ton micro si ce n'est déjà fait. Anne, merci beaucoup d'être avec nous. Tu es la marraine donc des restos du cœur d'Agen. Tu as aidé Mireille et son équipe effectivement à venir jusqu'à nous pour convaincre d'intégrer les restos du cœur donc du Lot-et-Garonne dans le réseau The Human Safety Net pour les familles. Est-ce que tu peux nous en dire deux mots de ton engagement, Anne, auprès de cette structure? Pourquoi tu as accepté d'être marraine de cette structure?
Alors déjà, est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend très bien. Ah, super. Bon, je suis soulagée. Euh, Pourquoi? Parce que, alors, pour plusieurs choses. Parce que déjà, Mireille était en train d'évoquer le terrain sur lequel on évolue, nous, qui est un terrain de ville intermédiaire, dans ce qu'on appelle la province. Et avant même le Covid, moi, j'ai l'habitude de recevoir en agence des gens à la retraite qui ont des retraites de 500, 600, 700 euros. C'est des réalités qu'on connaît d'ores et déjà et sur lesquelles on a l'habitude d'essayer d'avoir une approche un peu souple en tant qu'assureur, mais pragmatique aussi. Et le boulot des Restos du Cœur, c'est un boulot très, très pragmatique. L'autre raison, c'est que je pense qu'avec Mireille, on s'entend bien, on échange bien, on essaye de se coordonner quand on peut. Et justement, par exemple, actuellement, ça fait un moment que Mireille me dit que la grosse difficulté pour elle, c'est la perte de main-d'œuvre en termes de bénévoles, avec toutes en plus les charges de travail plus lourdes imposées par le Covid. On a mis une petite réflexion en place là tout récemment sur comment financer et justement je suis dessus des doudounes sans manches pour leur permettre à ces gens de travailler dans des espaces aérés qui vont donc être froids et leur apporter à ces bénévoles un peu de confort en essayant de financer, voilà, je ne sais plus combien c'était de doudounes, peut-être 300 doudounes, je ne sais plus. C'est ce genre de choses-là qui est intéressante parce on peut contribuer à notre échelle. On comprend, on sait exactement, quand elle me parle de ses problèmes, je sais exactement de quoi elle parle, c'est pas du tout abstrait pour moi. Et c'est bien de pouvoir faire le relais. On est intermédiaire, c'est la nature de notre job et là, ici, encore une fois, on l'est. Merci beaucoup, Anne. Merci beaucoup pour ton engagement et d'être aux côtés de notre partenaire. Donc, je rappelle que tous les 10 lieux dédiés aux familles que nous soutenons sur toute la France sont systématiquement soutenus par une marraine ou un parrain qui est issu des réseaux de distribution. Et c'est vraiment, on a vraiment voulu créer ces duos justement entre un réseau local fort qui est souvent un agent général, comme c'est le cas Anne, un membre du réseau salarié d'LFN, un membre de l'AC, etc. Et vraiment nos partenaires. C'est très important parce que justement, ça permet d'avoir cette approche très locale et très pragmatique pour augmenter l'impact qu'on puisse avoir collectivement. Pour terminer, je voulais donc vous rappeler que vous pouvez donc devenir bénévole des Restos du Cœur, que vous soyez près d'Agen ou pas près d'Agen. Des Restos du Cœur, il y en a absolument partout. Donc, si vous souhaitez vous engager, ils ont énormément besoin de bénévoles. Je pense que vous l'avez compris. Autre suggestion, nous lançons pour la deuxième année l'opération Noël solidaire de Human Safety Net France, un Noël solidaire qui va être un peu particulier cette année puisque nous n'allons pas pouvoir refaire une collecte de jouets pour la revendre. Vous l'avez compris, du fait du confinement, bah, voilà. Je suis comme Mireille, hein, je n'envoie pas les collaborateurs ni les membres de force de vente sur les marchés de Noël qui sont d'ailleurs pour la plupart fermés ou qui vont l'être. En revanche, nous allons lancer une grande collecte de fonds et on aura besoin de votre soutien pour justement pouvoir redistribuer ces fonds à tous nos partenaires pour lutter contre cette crise sanitaire qui les touche. Je pense que là, ce que vous a expliqué Mireille a été plus que clarifiant sur ce sujet. On sait qu'il y a plus de personnes aujourd'hui qui sont concernées par nos programmes. On sait que du coup, des enfants seront aussi beaucoup plus touchés. Et on a aussi fait le constat d'une fracture numérique qu'on avait déjà découverte ou redécouverte au moment du premier confinement. Et c'est contre tout ça que nous souhaitons lutter aux côtés de nos partenaires. Et pour ça, rendez-vous au Noël solidaire début décembre. Et dernière information, et ensuite je vous laisse. La prochaine conférence de Human Safety Net sera encore dédiée aux familles, décidément. Elle aura lieu le vendredi 4 décembre. Et cette fois-ci, c'est Christophe Beau, qui est directeur à Apprentis d'Auteuil, qui est un autre partenaire, qui notamment dirige les maisons des familles et a implanté les maisons des familles
une conférence passionnante de la part d'un expert, je peux vous dire, Christophe, tout à fait intéressant. Voilà, Allez, donc rendez-vous très prochainement. Ah, Fadé, on a eu un petit souci de écoutez, son, je pense qu'on t'a pas entendu. Et moi, je vais juste en profiter pour dire une chose. Un petit commentaire de Anaïs qui est présente aujourd'hui et qui nous dit que grâce à l'attestation de déplacement, la case numéro 5 nous permet de nous déplacer pour des missions d'intérêt général. Voilà, je te laisse la conclusion. c'est une excellente remarque. Merci Anaïs. Effectivement, vous pouvez, même pendant le temps du confinement, faire du bénévolat au sein de structures d'intérêt général qui peuvent vous fournir une attestation. Voilà, et vous l'avez compris, toutes ces structures en ont plus que besoin. Je ne sais pas ce que vous avez entendu, pas entendu. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, prochain rendez-vous le 4 décembre avec les apprentis d'Auteuil. Un grand merci Mireille et Henri pour ce temps consacré. Bravo à toute l'équipe et bon courage pour affronter cette deuxième vague et cet hiver qui risque d'être bien long. Bonne journée à tous et au plaisir de vous revoir. À très bientôt. Merci.